Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence de Sandberg Goldberg, cette belle journée d'été. Je m'appelle Richard Cruz avec Kathy Flanders. Je suis coprésident du Conseil sur les soins palliatifs et je voudrais vous accueillir à ce 18e? 16e. On va arriver au 18 un jour. Donc, la conférence de Sandberg Goldberg. Un mot sur les soins palliatifs. Le Conseil a été formé en 1994 afin de servir comme groupe de plaidoyer pour les soins palliatifs de notre communauté et au-delà de la communauté. Le Conseil est formé de représentants de la communauté, de bénévoles, de professionnels, toutes sortes de personnes intéressées par les soins et les soins palliatifs. Dans les années où nous avons fonctionné, nous avons pu offrir à la communauté une série d'ateliers qui ont été, où il y avait beaucoup de monde, et nous essayons d'en faire au moins 2 par année. Et nous avons des activités au niveau du Congrès des soins palliatifs. Nous avons une conférence David Berlig, qui est quelqu'un qui était un membre au niveau du Conseil, et également nous appuyons et nous commanditons cette conférence Sandra Goldberg. Madame Goldberg a été traitée par un de nos médecins et afin de garder sa mémoire devant nous, sa famille a commandité cette conférence. Nous leur sommes très reconnaissants, de même que les autres commanditaires qui étaient sur l'écran. C'est un événement régulier et le point de mire de nos activités à l'intérieur de notre communauté locale. Le Conseil joue son rôle de plaidoyer d'une façon très importante. Nous étions très heureux aujourd'hui que d'autres ressources seront utilisées pour les soins palliatifs et nous croyons qu'ils vont être bien utilisés et bien appropriés. Nous avons fait plusieurs choses avec cette conférence. Par l'entremise de cette conférence, commentée par Python Direct, maintenant, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Alors, nous sommes absolument heureux d'avoir quelqu'un avec nous, et je m'excuse d'avoir à lire cette partie, mais Will Schaub est quelqu'un qui, nous pensons, peut contribuer beaucoup à notre conversation. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle le Club de lecture de la fin de la vie, c'est ce qui est une série de conversations qu'il avait avec sa mère lorsqu'elle est revenue de l'Afghanistan avec une maladie terminale. Il a gagné plusieurs prix, c'était un vendeur exceptionnel sur le New York Times et il a fait beaucoup de belles choses. C'est un peu difficile de le catégoriser, un peu ce qu'il a fait. Il est fondateur de Cookster.com, qui est un site de recettes alimentaires où il y a de très bonnes recettes, des meilleurs chefs de cuisine et de livres de recettes. Donc, nous sommes très heureux de toute la question de la nutrition à la fin de vie. Avant ça, il était vice-président de Hyperion Books. Il a été journaliste, a écrit des articles de revues pour les publications telles que le New York Times, le South China Morning Post, Insight for Asian Investors, MS Magazine et Business Traveler Asia. Il est l'auteur, avec David Shipley, du livre qui s'appelle « Send », pourquoi les gens envoient des courriels d'une façon si inadéquate et comment ils peuvent le mieux le faire. Moi, je vais acheter ce livre-là, c'est parce que je pourrais certainement regarder la question du courriel. Il est membre du conseil de direction du American Asian Writers Workshop, de Yale University Press et de Kingsborough Community College, Newfoundland. Il vient de New York. Nous sommes très heureux qu'il puisse être des nôtres. Louise Pennet, d'autre part, est une des nôtres. Donc, c'est formidable de l'avoir ici parmi nous, une autre fois de plus. Elle aussi a vendu, est une des meilleures vendeuses au New York Times. Elle a été journaliste à CBC avant d'écrire des livres de romans policiers. Si je me rappelle bien, elle était intéressée dans les persécutions religieuses du 15e siècle quand on a commencé. Mais elle n'a pas duré longtemps dans les persécutions du 15e siècle. Est-ce que je me trompe? Non, c'est fantastique, tu me surprends. Et en 2005, son premier livre, Still Life, a été publié avec beaucoup d'éloges, a été publié en 25 langues, et ses autres livres ont accumulé une série de prix. Elle a été une des écrivains de romans policiers qui est le plus décoré au monde. Elle a écrit sur l'inspecteur Gamache, qui est donc un policier de Québec, et ce sont
C'est le choix de plusieurs personnes. Son 8e livre, The Beautiful Mystery, a été publié cette année, a été très bien reçu et maintenant est au numéro 2 de la meilleure liste de livres du New York Times. Donc, c'est une dame assez importante. Mais comme nous savons que la partie importante de sa carrière, c'est quand elle a servi sur la première génération de gens sur les soins palliatifs. Elle a été bénévole au Royal Victoria Hospital et a été intéressée dans ce sujet depuis plusieurs années. Or, je vais maintenant m'asseoir et nous écouter ce que les gens-là ont à nous dire. Merci beaucoup. Alors, c'est des données vraiment remarquables. Oui, moi j'écris des livres et toi, tu en parles. Je vais laisser Will se présenter. Et je veux également mentionner que Will et moi, nous allons parler pour quelques 30, 35, 40 minutes ou quelque chose du genre. Et ce qu'on voudrait faire, c'est d'ouvrir la salle à des questions. Alors, parce que si vous avez des questions écrites, alors si vous avez des questions, écrivez-les et ça serait vraiment formidable. Ça va nous aider beaucoup. Wolf avait son livre, le club de lecture de End of Your Life, qui a gagné beaucoup d'éloges. Ça a gagné plusieurs prix, mais encore plus que ça, je pense que ça a touché une corde sympathique avec tous les lecteurs à travers le monde en parlant d'une façon humaine de la fin de la vie et comment nous faisons face à la perte de quelqu'un qu'on aime, et dans son cas, sa mère. Alors, si vous êtes ici, vous avez certainement fait face à la mort de quelqu'un qui est proche de vous. Vous avez certainement cheminé dans ce sens aujourd'hui. Le End of Your Life Book Club n'est pas un livre sur la mort, mais sur la vie et sur les choix que nous faisons et pour une passion pour la vie et comment ça peut nous amener là où nous n'irons peut-être pas, où nous n'aurons pas le courage pour nous rendrions. Donc, messieurs et mesdames, Will Schwabe. Je me demande, Will, peut-être que tu pourrais te présenter en lisant une petite sélection d'un de ton livre. Oui, j'aimerais le faire. Je vais vous dire que tout d'abord, à quel point je suis touché par le fait d'être ici parmi vous, dans cette très belle ville, de l'autre côté d'un auteur que j'ai admiré depuis longtemps en parlant des soins palliatifs, à l'invitation du Conseil sur des soins palliatifs. Et donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que je porte dans mon cœur. Et donc, ça m'a présenté à des gens. Ça m'a offert la chance de rencontrer une série de personnes qui sont préoccupées par ces questions. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Donc, je vais lire un passage de mon livre. Ça vient du chapitre qui s'appelle « Les gens du livre ». Chaque chapitre est nommé par les livres que ma mère et moi lisions. Ça faisait 2 mois que ma maman avait été diagnostiquée. Nous étions assis, attendant les résultats de la première vérification. Nous avons eu à commencer sa chimiothérapie. Je ne pouvais pas comprendre comment vivre cette mort de ma mère. Nous ne savons pas si elle aura 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, ou même si on était très chanceux, 2 ans, ou encore si on était miraculeusement heureux, chanceux, 5 ans. Imaginez-vous que vous avez un livre mis de côté pour un long voyage en avion, mais vous ne saviez pas quelle serait la longueur du livre. Ça pourrait être aussi court que La mort de Venise de Thomas More ou encore aussi long que le Magic Mountain, la montagne magique, et vous ne le sauriez pas jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Si c'était La mort à Venise, vous trouverez peut-être moyen de le lire et tout d'un coup, vous n'auriez plus rien à lire pour le reste du voyage. Mais si c'était le Magic Mountain et que vous aviez lu lentement, de façon que le livre dure tout le voyage, vous découvrirez que vous avez peut-être amorcé à peine le livre et vous ne sauriez pas quand vous pourriez entrer dans le livre. Alors, il fallait apprendre comment établir un rythme avec des routines qu'on pourrait garder et qu'il fallait parfois mettre de côté. Ce qu'on pourrait inclure dans la lecture et ce qu'il fallait mettre de côté. Quelles occasions nous serions certains de célébrer, peu importe quoi, et les occasions que nous ignorerions. Quels livres nous voudrions lire et quels livres nous mettrions de côté. Et même quand nous pourrions concentrer sur sa mort et quand on parlait de n'importe quoi, à l'exception de sa mort.
et pas sa mort. J'aime beaucoup ce livre. C'est un exemple que j'aime dans son livre. C'est un exemple de pourquoi. Est-ce que tu retournes à ce temps de ta vie? Est-ce que tu te permets de sentir les choses que tu sentais à cette époque? Oui, j'aime beaucoup être en relation avec le livre et surtout parler de ma mère. Une des choses intéressantes quand j'ai dit aux gens que j'écrivais ce livre, c'est que mes amis avaient une réaction tout à fait semblable et plusieurs m'ont dit: je suis très heureux que tu le fais parce que ça va t'amener à la fin de la situation que tu vivais. Moi, ce que je veux, c'est que je veux continuer la conversation. Je ne veux pas mettre une fin à la conversation. Donc, quand je lis le livre et quand je lis le livre, quand je parle du livre, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce que je fais. Je maintiens la conversation ou les conversations. Parle-nous un peu de ta mère. Eh bien, ma mère était de la première génération de femmes qui ont travaillé et par choix et par nécessité. Si je me rappelle bien, ma mère a toujours travaillé à l'extérieur. Quand j'étais adolescent à Cambridge, Massachusetts, et ma mère était au bureau d'admission à Radcliffe, un collège, et est devenue responsable des admissions à Harvard-Radcliffe. Elle était toute première responsable de l'équipe de faculté de Harvard. Dans son enfance, elle voulait être une comédienne, elle est interprète, elle avait travaillé pour Eileen Selznick, dont elle sortait du théâtre. Et c'était intéressant parce que la façon qu'elle s'est trouvée dans le bureau des admissions, elle est à l'école, dans un collège, elle savait comment mettre des personnes, comment mettre des caractéristiques sur les comédiens. Alors maintenant, elle faisait la même chose avec les étudiants qui arrivaient. Elle les catégorisait selon leurs caractéristiques. Mais j'avais une mère qui travaillait, mais ma mère ne n'aimait pas l'expression mère au travail. Elle dit, personne parle des pères au travail. Alors, moi, je suis une femme et je travaille, disait-elle. Étais-tu proche de ta mère? Oui, très proche de ma mère. Mais elle était toujours occupée, elle travaillait. Et puis, moi, je pense que j'étais dans une époque de négligence, si on peut dire. Bénin, c'était donc tout à fait normal. Quand la mère nous disait « disparaît », c'est ce que je faisais, je disparaissais. Tu as parlé de tes jouets. C'est quelque chose que quand ta mère était diagnostiquée et ça faisait partie du club de lecture, ça t'a permis de parler de ce jouet. Parle-nous-en un peu. Est-ce qu'à moins que tu aies besoin de thérapie après ça? Non, c'est une histoire. Il y a peut-être des psychiatres dans le bureau, dans la salle, je veux dire. Alors moi, j'ai pensé que c'était une histoire très drôle quand je l'ai racontée dans le livre, mais ça a surpris d'autres personnes. Quand même, je pense que c'est une histoire drôle. Et moi j'écris des romans policiers, alors c'était pas mal plus drôle pour moi. Alors, j'étais un petit enfant qui était obsédé par les animaux bourrés, là, et j'étais un peu compulsif. Je donne beaucoup d'attention à chaque petit animal. Alors, j'allais visiter quelqu'un de parenté. J'avais moins de 10 ans, je me souviens plus quel âge que j'avais, et j'ai pris quelques animaux avec moi. Mon préféré, c'était une tortue qui s'appelait Tortue, justement, et bourrée. Et quand je suis revenu, Tortue était parti. Et j'avais dit à ma mère, « Maman, où est Turtle? » Et ma mère a dit, « Il est mort. » C'est un animal bourré. Alors, même à cet âge-là, je savais que sinon, les animaux bourrés ne meurent pas. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un était venu. Ça, c'est très typique de ma mère, en fin de compte. Si vous lisez le livre, vous allez la connaître. Quelqu'un passait et on demandait peut-être s'il y avait des jouets ou des poupées pour les enfants orphelins. Alors, elle a dit, prenez Turtle. Alors, elle ne veut pas me le dire. Ça fait qu'elle a dit que Turtle est décédé. Mais quand nous avions parlé lors de ces conversations pour le livre, je l'ai raconté, je l'ai rappelé, maman. J'ai dit à ma mère ce qui s'était passé et elle me demandait, « Es-tu encore choqué contre moi? » Et j'ai dit, dans un temps d'honnêteté, « Oui, un peu choqué encore. » Quel rôle est-ce que les livres ont joué dans sa vie? Les livres, pour ma mère, étaient ce qu'il fallait savoir. Pour elle, c'était des manuels d'opération pour elle. Alors, ma mère était à New York et ma mère a été éducatrice et était conseillère du collège et ensuite responsable d'une école secondaire de filles quand elle avait 50 ans, grâce à
à une infirmière, grâce à une religieuse, elle a découvert la cause, des causes internationales. Et au milieu des 55 ans, elle était sur la frontière Thaïlande. Et ma sœur s'est rendue avec elle, et quand ils sont revenus, ma mère a abandonné sa tâche et est devenue fondatrice de quelque chose qui s'appelle la Commission des femmes pour les enfants et les femmes réfugiées. C'était la seule organisation à l'époque consacrée à la cause des femmes et des enfants réfugiés. Donc, ça, c'est l'histoire. Ta question? Ma mère sentait que si on lisait un livre et que vous étiez touché par le livre, vous aviez une responsabilité de continuer de faire quelque chose par après. Si vous lisiez le Kite Runner, un livre que ou Thousand Sparkling Suns, vous ne pouvez pas dire que bon, c'était un beau livre, j'ai pleuré. Non, il fallait dire maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour l'Afghanistan? Et est-ce qu'il y a une lettre que je peux écrire? Est-ce qu'il y a un chèque que je peux envoyer? Est-ce qu'il y a un réfugié afghan dans ma communauté que je peux inviter pour l'Action de grâce? Il fallait faire quelque chose après avoir lu un livre. Toute sa vie, les livres lui disaient quoi faire. Et elle s'attendait que nous fassions la même chose. Bon, parlons de diagnostic. Bon, dans les activités de ma mère, elle s'est rendue 10 fois au Pakistan et Afghanistan. Un pays qu'elle aimait énormément. Mais elle a quoi? Elle a 60 ans? 70 ans? Oui, 70 ans. Et ma mère était une femme très chrétienne. Moi, je ne suis pas aussi religieux qu'elle. Et elle avait une opinion où elle pensait que quand on arrivait à un certain âge, il fallait être bénévole pour les missions les plus dangereuses possibles. Parce qu'elle pensait qu'elle avait une vie plénière, pleine, et elle avait des petits-enfants. Et elle ne voulait pas envoyer des petits-enfants dans les lieux insécures ou dangereux. Elle aimait ça. Et elle est revenue de son 10e voyage en Pakistan et en Afghanistan, et elle se sentait vraiment mal. Elle ne se sentait pas bien. Et donc, au début, on pensait que c'était l'hépatite, d'un genre ou l'autre. Ils sont aperçus que c'était pas A, c'était B, C, D, E. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait 5 sortes d'hépatites. Et finalement, elle revenait des voyages et elle avait quelque chose qui ne marchait pas habituellement. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose d'inusité. Et ça, c'est devenu pire en pire. Et alors, ma sœur a finalement poussé qu'on ait plus de tests, de vérification de médecins, etc. Et au mois d'octobre 2007, on a vu qu'elle avait cancer pancréatique de l'étape 4B, ce qui veut dire que ça s'était dissipé partout dans d'autres organes. Et donc, poursuivez. Alors, quand j'ai lu ce passage concernant, on ne savait pas si on aurait 6 mois ou 1 an ou 2 ans ou miraculeusement 5 ans, c'est parce que plusieurs personnes de l'étape 4 meurent dans 3 ou 6 mois. Dans le livre aussi, vous avez dit qu'il fallait qu'elle ait une sorte de vérification de sang, chimiothérapie, et à un moment donné, un jeune recherchiste faisait une entrevue avec elle. Et je ne sais pas, je ne me souviens plus, si on a parlé de terminale, de phase terminale, et ta mère aurait dit, c'est la première fois que j'ai entendu ce mot. Est-ce que le mot était terminal, quoi? Non, c'était quatrième étape. Donc, elle avait entendu qu'elle avait le cancer, que c'était un peu partout. On savait que c'était un cancer pancréatique. On avait une chose terrible l'une après l'autre, mais elle n'avait pas entendu le mot étape ou stage final. Alors, j'ai été touché par cette phrase. On ne savait pas comment vivre ou mourir. Comment est-ce qu'on peut penser à la mort ou à la vie? Il y a différentes façons. Nous, on a travaillé ça. Nous, on était très chanceux d'avoir les services de gens excellents dans les soins palliatifs. Et une personne qui s'appelle Vessa Coyle, qui est quelqu'un de très bien connu, une personne remarquable dans le champ des soins palliatifs. Et dans le livre, je dis que ma première réaction, c'était que, bon, les athlètes ont des coachs, les exécutifs ont des coachs. Alors peut-être qu'elle va être mon coach pour la mort. Mais ensuite, j'ai compris très rapidement qu'elle était un coach pour la vie et non pas un coach pour la mort. Et elle a donné des avis extraordinaires. Et
cette dame qui nous a aidés a dit, faites des plans et ensuite cancellez-les. Et cette dame qui nous aidait a dit, si vous voulez rester à la maison, écouter des disques, faites ça. Moi, vous voyez, quand je dis des disques, c'est très vieux, ça. Hein? Oui, les vieux 33 et demi, 33 et tiers, etc. Mais ma mère avait beaucoup de vieux disques. Alors, Ness avait fait de bons avis, mais ma mère était intéressée par les soins palliatifs des années avant qu'elle meure, avant qu'elle ait son diagnostic. Comment est-ce qu'elle savait? Comment est-ce qu'elle a pu être intéressée par les soins palliatifs? Il y avait une conférence par, oh mon Dieu, je ne me rappelle plus du nom, quelqu'un qui était ici, qui faisait une conférence à New York, Diane Meyer, oui. Diane et des amis de ma mère ont dit, allons-y, c'est un sujet intéressant, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Je pense que ma mère avait passé tellement de temps dans les camps de réfugiés en parlant des gens de toute étape de vie et de crise de vie qu'elle était très ouverte à cette possibilité, à cette conversation sur les soins palliatifs. Est-ce que c'était important pour elle que les soins palliatifs soient disponibles? Non, c'est très important que ce soit disponible et que toute la famille, en fin de compte, c'est un exemple tout petit, mais c'était un exemple important. Je pense que c'est la formation de ma mère, son âge, elle ne posait pas beaucoup de questions aux médecins. Et elle avait un très bon médecin, on remarque bien qu'elle aimait beaucoup, qui était fantastique, qui était ouvert à n'importe quelle question que ma mère aurait pu poser. Et il tournait, et il se tournait de bord pour dire à ma mère, as-tu une question? Elle dit oui. Où allez-vous prendre vos vacances cette année? Non, maman, je disais, maman, je pense que ça concerne ton traitement, hein, etc., ton diagnostic. Mais elle n'a jamais senti, je pense que c'était lié au médecin, parce que c'était un médecin. Les gens qui travaillaient dans les soins palliatifs étaient disponibles pour nous tous. Nous avons tous pu poser des questions qui étaient des questions très importantes pour nous, des questions médicales même. J'ai des douleurs, est-ce que je devrais appeler le médecin ou quoi? Est-ce que c'est correct de prendre tel médicament avec tel autre médicament, etc.? Non, ces gens-là étaient des ombudsmen. Et sinon, elle aurait senti qu'elle dérangeait le médecin. Alors ça, c'est quelque chose qui est sorti beaucoup à cause de qui elle était. Elle était tellement habituée à donner, à mettre le point de mire sur les autres, elle avait l'impression d'être gênée, d'accaparer une certaine attention. Oui, gênée, et il fallait qu'elle justifie les choses. Alors, quand elle, par exemple, elle disait, j'ai donné du sang chaque année depuis 21 ans, donc je pense que je peux prendre un peu de sang en retour. Oui, vous parlez également d'essayer de décoder, quand elle disait à ton ami l'ami de ta sœur, quand elle voulait se rendre à Genève, et ta mère a dit, oui, allez-y. Est-ce qu'elle voulait dire vraiment, allez, ou est-ce qu'elle voulait dire, non, je préfère que tu restes ici avec moi? Je dis, vas-y, mais je veux que tu te portes bénévole pour rester. Alors ça, c'est une question importante. C'est ce que je voulais dire quand je parle de la phrase « vivre sa mort ». C'était très important pour ma mère que, peu importe le temps qui lui reste, que ce soit 3 mois ou 5 ans, c'était très important pour elle de ne pas consacrer son temps à mourir. Et de fait, si tout le monde cancellait tout ce qu'il faisait et faisait des grands changements dans leur vie et l'entourait, ça, pour elle, ça aurait enlevé son espoir. Et elle aurait enlevé sa vie, parce qu'elle avait une vie très active, elle avait des amis, elle faisait toutes sortes d'activités. Je me rappelle même que, et je l'ai mentionné dans le livre, elle a dit, il y avait une très bonne jeune amie que nous aimons beaucoup. Et quelqu'un, mes mamans a demandé que si elle va pleurer tout le jour, je lui préférerais qu'elle ne vienne pas me voir. Je suis peut-être en train de mourir, mais je ne suis pas morte encore. Elle connaissait son Monty Python, oui. Alors, comment est-ce que le club de livres de lecture s'est manifesté? Bien, ce livre a commencé très naturellement parce que toute ma vie, j'ai parlé avec maman. Et c'était très normal pour nous de dire « As-tu lu un livre? » Alors, on a toujours partagé nos livres, on a échangé les livres. Et quand on a un diagnostic de la 4e étape, c'est qu'il y a beaucoup de rendez-vous. Il y a des chimios, il y a des tests, il y a des rencontres de médecins. Mon père, mes sœurs, ma sœur et moi et mes amis, trop souvent, on allait avec ma mère pour les examens. On passait 1 heure, 7 heures. On était assis comme ça et
Nous avons commencé toute la question sur les livres. Mais c'était la toute première fois que j'ai été avec elle en chimiothérapie, j'ai vu quel était le pouvoir de cet échange. Même si on faisait partie d'un club de lecture, on parlait du Crossing into Safety by Wallace Fedner. Avez-vous lu ce livre-là? Crossing into Safety. C'est un livre remarquable. Et j'ai parlé de ce livre à la radio aujourd'hui. Au début du livre, il y a une femme qui meurt de cancer. Et j'ai pu dire à ma mère, penses-tu que son mari va être correct? Une fois que le caractère meurt dans le livre, elle dit, il va être très triste, mais je pense qu'il va être correct, le mari. Et on ne parlait pas nécessairement du caractère ou le mari, on parlait de mon père. Alors, j'ai pris conscience que très rapidement que les livres nous donnent cette occasion de parler vraiment de choses difficiles et que ça nous donnerait l'occasion de ne pas parler de certaines choses de temps en temps. Et que la toute première fois, j'ai dit à maman, que si on se rencontre comme ça, c'est qu'on parle des livres. C'est un peu comme un club de lecture. Et elle dit, non, c'est pas un club de lecture. Et j'ai dit, pourquoi pas? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de nourriture. Alors voilà, ça va être un club de lecture sans nourriture. Comment avez-vous décidé les titres de livres? Eh bien, nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est un peu tout à fait une des choses les plus importantes que je voulais dire. Nous avons choisi les livres comme on a toujours choisi les livres. Si maman lisait une bonne revue d'un livre dans le journal, on lisait. Et si on lisait un livre par un Afro-Américain qui s'appelle Big Machine, c'est pas un livre que tout le monde lirait. C'est pas quelque chose que naturellement on voudrait choisir comme les classiques, mais c'était un livre brillant. C'était un chef-d'œuvre de fiction contemporain. Et ma mère l'a vu dans le Wall Street Journal, donc on a lu ce livre-là. Nous avons lu les livres que vous avez au chevet, que vous voulez lire toujours, mais que vous ne lisez pas, que vous faites à croire avoir lu, bien sûr. Ensuite, P.G. Wodehouse, que nous aimons beaucoup. Ma maman lisait beaucoup de Thomas Mann et elle voulait lire quelque chose qu'elle avait déjà lu. On les relisait, comme Murder in the Cathedral. Ma maman aimait des livres de femmes contemporaines. On a lu Patricia Highsmith. Et je devais ajouter aussi que maman était très... elle était très... comment dire? Elle lisait tous les livres que les gens lui donnaient parce qu'elle ne voulait pas gaspiller quoi que ce soit. Alors, peut-être que vous pourriez lire une autre section, parce qu'on parle des écrivaines. Et je me suis dit, qui l'a choisi, toi ou ta mère? Gilead, le livre Gilead. Oui, Marion Robinson a gagné un prix Pulitzer pour ça. Est-ce que vous pourriez lire une section de votre livre sur l'écrivaine Gilead dans votre livre? Je pense que c'est à la page 96. Merci beaucoup. J'avais perdu mon point de référence. J'ai mémorisé votre livre. Un des passages que maman aimait dans Gilead, c'est une chose importante que j'ai raconté à plusieurs personnes et que mon père m'a raconté et que son père lui a raconté aussi. Quand vous rencontrez une autre personne, quand vous transigez avec qui que ce soit, c'est comme si une question vous est présentée. Donc, il faut réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur me demande à ce moment-ci, dans cette situation? Maman a réfléchi à cette question autant qu'elle pouvait. Quand elle rencontrait des réfugiés, des conducteurs d'autobus, des nouveaux collègues, il réfléchissait quand maintenant elle était avec les infirmières, les médecins pour la chimiothérapie, et quand elle rencontrait d'autres personnes avec un cancer et leur famille. La réponse était différente de chaque personne et de chaque situation. Mais la question de Gilead, disait maman, était toujours la même question qu'il fallait se poser soi-même. Qu'est-ce que le Seigneur me demande à ce moment-ci dans cette situation? Ça nous aidait à nous rappeler que les gens ne sont pas ici pour nous, pour soi. Tout le monde est ici pour l'autre, pour l'un et l'un pour l'autre. Je devrais dire que dans la sélection des livres, il y avait certains livres qui étaient insérés dans la lecture et j'ai pas pu comprendre pourquoi. Et la raison, c'est que c'était des livres qui reflétaient la foi de ma mère. Oui, c'est quelque chose. Elle a toujours espéré que tu verrais le jour, un jour. Et elle a déjà dit que
quand nous discutions ce point, c'est pas parce qu'elle voulait que je sois converti pour devenir saint. Non, c'est parce que la religion avait été tellement importante pour elle, c'était un réconfort pour elle. Elle voulait que ce soit un réconfort pour moi. C'est un réconfort à la fin, bien sûr. Oui, oui, un grand réconfort pour elle, la religion. Alors, est-ce que cette démarche, est-ce que ça avait une dimension spirituelle sur toi? Est-ce que ça a eu un impact? Oui, la réponse est oui. Oui, ça a eu un impact sur moi. Positif. Et je pense qu'une des bonnes choses avec les livres, c'est qu'ils sont là pour nous quand on en a besoin. Et ils peuvent avoir une façon bizarre d'apparaître, de se présenter devant vous. Des fois, c'est un passage, des fois, c'est une phrase. Une fois, j'avais une soirée très noire. Je m'accusais de beaucoup de choses. J'étais agacé et j'ai eu de l'insomnie dont je parle dans le livre. Et j'ai lu un passage qui s'appelle dans le Hobbit, qui était un livre que j'avais aimé comme enfant et que j'aime beaucoup, concernant le héros qui est perdu dans le bois, qui ne peut plus trouver ses compagnons et qui prend conscience qu'il devrait attendre que le matin apparaisse. Et j'ai l'impression que c'est un passage spirituel pour moi. C'est peut-être pas partie d'une religion, mais c'est un genre de moment spirituel que je trouve dans beaucoup de livres. Oui, et c'est ça. Il faut attendre le matin. Et le matin va venir. Il faut croire que le matin va venir, que le matin suit la nuit. Et dans cette démarche, tu as quitté ton travail. C'était une nouvelle aube. Oui, j'avais voulu quitter mon travail. Est-ce que est-ce que c'était difficile pour toi? Ma mère, bon, moi, j'avais travaillé dans l'Amérique financière, j'avais économisé comme il fallait, et donc, c'est pas parce que j'étais pour me retirer, mais j'avais un rêve. Il y avait quelque chose que je voulais faire. Je voulais être impliqué dans l'Internet, et j'ai trouvé un site web sur la cuisine, les recettes de cuisine. Il y avait un genre de message. Maman trouvait que très peu de gens qui sont assez chanceux de pouvoir quitter leur travail pour suivre leur rêve. Et elle ne donnait pas cet avis à tout le monde. Elle trouvait que beaucoup de personnes avaient des dettes, des responsabilités, des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir un travail comme moi ou qui ont pu s'économiser comme moi. Mais si on était chanceux, on avait une responsabilité de suivre son rêve. Bon, le livre, j'ai été fasciné par la sélection de livres que vous avez faite. J'essaie de me placer si j'avais à choisir, par exemple, et si j'étais avec quelqu'un que j'aimais et qu'on était dans ce club de lecture, peut-être que je me concentrerais sur certains livres que je croirais bons pour la malade, parce que je sais que moi, je suis toute connaissance et bénévole et bonne. Est-ce que vous avez cette impression? Est-ce que quand vous choisissez vos livres, comment? 2 derniers livres, que vous étiez obligé de lire ces livres-là, vous sentiez-vous contraint? Réponse, non. Des fois, j'avais l'impression que je m'étais vraiment trompé. Oui, je sais que vous voudriez en parler un peu. Et il y avait une fois où j'avais toujours entendu dire que Continental Drift de Russell Banks, que ce livre-là était un livre remarquable. L'avez-vous lu, Continental Drift, by Russell Banks? Oh, une personne. Oh, il y a une personne. C'est un livre remarquable. Mais j'avais entendu dire que c'était très déprimant, vraiment déprimant. Et donc, je n'étais pas certain. J'avais une conversation avec ma mère. Est-ce qu'elle voudrait lire un livre déprimant? On aimait les livres déprimants, mais je lui ai donné à lire et c'était sa fête. On avait un barbecue, je pense, et dans le milieu de la fête, j'ai dit, puis, maman, parlons du livre. Et elle dit, ça, c'était le livre le plus déprimant que j'ai jamais lu. Et je me suis dit, mais moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné à ma mère le livre le plus déprimant possible qu'elle ait jamais lu. Et là, un matin, quand on en a parlé, elle a dit, non. Elle a dit, j'ai réfléchi à qui donner ce livre et elle a aimé le livre, mais c'était déprimant. Moi, je pensais que j'avais fait une erreur. Et c'était également bon quand elle a commencé à choisir elle-même des livres plus longs. Oui, je trouvais que c'était un geste de foi. On lisait The Coldest Winter, ou encore 1500 pages par Thomas Mann, ou Roberto Bagano,
L'histoire, c'était le seul livre où j'avais une partie du livre que je n'avais pas lu. Le livre de Thomas Mann, justement, il y a une partie que je n'ai pas lue. Ma mère commençait à le lire quand son énergie était vraiment faible, alors que le médecin lui avait donné du Ritalin. Et donc, elle a commencé à lire ce livre complètement. Elle était absolument montée sur le Ritalin. Et elle m'a donné le livre. Je dis, maman, demande pas, si tu ne me donnes pas le Ritalin, je ne lirai pas le livre. Alors, est-ce que ta mère a parlé de sa mort? Oui, elle en a parlé avec des mots très pratiques. De temps en temps, elle disait des choses bizarres pour moi, comme quand les gens écrivent les notes de condoléances, utiliser un encre bleue plutôt que noire, parce qu'il ne faut pas avoir de l'encre noire. Et des choses très concrètes. Mais c'est un des grands rôles que les livres ont joué pour nous. Nous avons pu parler de choses importantes, de courage, foi et des choses comme ça, sans parler directement de ces thèmes directement. Et d'une certaine façon, j'aurais aimé avoir parlé davantage et plus directement avec elle de ces sujets. Mais j'avais toujours le signal de sa part qu'elle voulait vivre. Et elle était trop affairée et qu'elle voulait vivre. S'il avait vu un ballet ou un programme de télévision ou ses petits-enfants, et ça, c'est une conversation très longue avec ma mère parce que ce qu'elle aimait surtout, c'est d'être grand-mère. Alors, si elle voulait parler de ça, c'est de ça dont on parlait. Donc, les livres nous ont parlé d'autres choses. Et de temps en temps, on a parlé de la vie, mais habituellement, elle voulait parler de toute autre chose. C'est peut-être une des choses que j'ai appris quand j'étais bénévole aux soins palliatifs, c'est que la personne qui vit les soins palliatifs, c'est eux qui vont vous donner les signaux. Et on peut suivre leur heure du jour et non pas la vôtre. J'ai trouvé une métaphore. À l'époque, quand j'écrivais ces choses-là, pour moi, c'était comme être dans une auto avec un conducteur qui change de voie sans le savoir, sans nous le dire. Et donc, il faut être en rythme. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais parler de la mort et demain, je vais parler des petits-enfants. Non. Ça pouvait changer d'une seconde à l'autre. Dans une seconde, on peut parler de la mort et ensuite, tout d'un coup, vous êtes à une fête d'un des petits-enfants. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était, parce que, comme je vous dites, il m'incombait à moi de suivre ma mère. Une chose qui était très, très utile pour moi, et j'en parle beaucoup dans le livre, c'est une de ces médecins nous a donné un livre à lire, toute la famille. Il fallait lire l'étiquette de la maladie. Et l'étiquette de la maladie a des points pratiques, et le point le plus pratique, c'est de dire à ma mère, non pas comment vous sentez-vous, même pour un fils qui l'aime, est un peu intrusif. Il disait, mais plutôt poser la question, veux-tu nous parler de comment tu te sens? Et des jours, elle disait, oui, je veux parler. D'autres jours, elle dit, non, je ne veux pas en parler. Alors, j'ai pris plusieurs notes quand j'ai lu ce livre. Je l'aime à bien des niveaux. J'aime, en tant que personne qui aime lire, j'aime entendre lire, voir ce que j'ai vu. Mais j'ai utilisé des avis qui se trouvent là. Quand une personne vit sa mort ou vit n'importe quel traumatisme dans sa vie, plutôt que les obliger à en parler, ce qu'on voudrait, eh bien, ils pourront savoir qu'on est disponible, on est conscient de la chose, mais on ne peut pas imposer. Et dans n'importe quel événement de la vie, il y a un gars marié qui est tout à fait inquiet de son mariage et on lui demande « Est-ce que tu veux parler de ton mariage? » Il dit « Mais non, il ne faut pas se poser cette question-là. » Peux-tu nous parler de la fin de sa vie? Bon, la fin de la vie de ma mère était... C'est presque banal de le dire, mais c'était une expérience très, très forte pour chacun de nous. Ma mère est morte au milieu de septembre de 2009. Elle, officiellement, a été dans un hospice à la maison au mois de juin 2009. Donc, nous avions un accès merveilleux à tous les soins palliatifs. Nous avons dans un contexte d'hospice. Et
il y avait de paix qui s'est établie quand maman avait décidé, à la lumière qu'on lui avait donnée, que ça n'avait pas de sens de continuer le traitement. Ça faisait 1 an et 10 mois où elle vivait de la chimiothérapie et arrêter le chimio a amené un certain soulagement. Elle avait décidé qu'elle aurait un excellent dernier été et faire des choses qu'elle voulait faire tranquillement et elle a passé un temps remarquable jusqu'à une semaine avant sa mort. Moi, j'étais en voyage, je faisais une levée de fonds pour mon site web et j'appelais chaque jour, comme je le faisais, et j'ai appelé et ma mère m'a dit qu'elle ne mangeait plus. Donc, j'ai tout cancellé, je savais ce que ça voulait dire. J'ai pris l'avion, j'ai été jusqu'à chez elle et quand je suis rentré dans l'appartement, je l'ai vue, elle était couchée dans le lit. Elle était couchée à ce moment-là. Elle pouvait quand même marcher dans l'appartement. Elle était furieuse avec moi. Et elle a dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as limité ton voyage? Et j'ai menti. Ben, j'ai dit j'avais quelque chose que j'ai cancellé, etc. Il fallait que je lui revienne. Et pour ces jours-là, nous avions une bonne conversation. Nous étions assis avec elle. On a parlé ensemble. J'ai dit dans le livre, c'était des fois fatigant. Chacun était avec elle. Il y avait des heures où on n'avait rien à dire. Des fois, les heures passaient très lentement, mais tout le monde a eu la chance de lui parler. Il est venu à la table, à manger avec nous, jeudi soir et vendredi soir. Et ensuite, je pense que c'était samedi, elle était moins bien. Dimanche, non, elle était vraiment dimanche pas tellement bien. Elle est morte le dimanche soir. On ne pouvait pas inventer l'infirmière qui s'appelait Gabrielle. Et c'était un homme fantastique. Et nous avons des gens fantastiques. J'étais profondément touché par ces étrangers, pour moi, qui s'occupaient tellement de ma mère, qui étaient là dans la pièce quand on en avait besoin d'eux. Il l'aidait à être confortable et il disparaissait quand il fallait qu'on se parle entre ma mère et moi seul. Et nous avions des conversations formidables. Je pense que le moment intéressant, mon frère était avec ma mère et qu'il lui a dit, et c'est tout à fait vers la fin. « As-tu des regrets? » demanda-t-il. Et elle a répondu, « J'ai toujours voulu un château en Espagne, en Écosse. » Et j'ai dit, « Maman, penses-tu que c'est... » J'en ai parlé avec mon frère, j'ai dit, « Penses-tu que c'est de la morphine? » Elle dit, « Non, je pense qu'elle toujours voulait un château en Écosse. » Est-ce que tu as des regrets, toi? Oui, plusieurs regrets. Je lui ai lu un poème. Ce que je voulais faire en Californie, je voulais être au bar mitzvah de ma petite fille et je voulais lire un poème. Et quand maman n'était plus consciente, j'ai lu le poème. C'était un très beau poème. Quand ma mère est morte, j'ai été rempli de regrets. J'aurais dû dire si, n'aurais pas dû dire cela. Et ça a duré pour un temps. Et un jour, je ne sais pas comment, pourquoi, j'ai tout lâché ça. Et tous ces sentiments sont disparus. Et j'avais un genre d'épiphanie qui n'était pas un discours que j'ai fait ou que je n'avais pas fait durant la dernière semaine. Tout concernait la vie et notre vie. Et je n'avais plus de regrets. Et je me suis senti tellement béni de par ce fait parce que je pense que les gens à qui je parle, qui ont eu des relations très difficiles avec leurs parents ou avec un amour, ont eu des moments très difficiles. Peut-être que je généralise trop, mais j'ai pu regarder la situation et si j'avais... Ce que je regrette, je pense que le mot regret est trop fort. Ce que je manque peut-être, c'est qu'il n'y a rien que j'ai senti que j'aurais dû dire, que je n'ai pas dit, mais il y avait des choses que j'aurais voulu faire. Par exemple, il y avait des choses au niveau de sa vie, son opinion, ses perspectives. Et à la fin de tout ça, je me suis aperçu qu'en ce qui me concerne, ce n'était pas un discours que j'ai oublié de faire. C'était l'occasion qui m'aurait été donnée de mieux connaître ma mère, de la connaître davantage. Et c'était fini. Et je pense que j'en ai parlé à bien des gens. J'ai plusieurs gens qui m'ont dit la même chose. C'est que
Les films ont des scènes où les gens donnent un discours un dernier discours. Mais moi, pas fait de grand discours. Mais dans le livre, je parle du moment où je pensais aller faire un grand discours. Et j'ai décidé de ne pas le faire. Et finalement, je l'ai dit à ma mère, je l'aime. Et finalement, une autre phrase m'est venue dans la bouche. J'ai dit, je suis fier de toi, maman. Et s'il y a une chose dont je suis très heureux d'avoir dit, c'est ça, que je suis fier d'elle. Parce que je pense que les parents disent à leurs enfants qu'ils sont fiers d'eux, eh bien, les parents doivent entendre que nous sommes fiers d'eux aussi. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Comment vous sentez-vous depuis la mort de votre mère? Bon, moi, je sens que le livre et la possibilité que j'ai eue de l'écrire et de rencontrer des gens, c'est le destin de ma mère. Je me sens très chanceux. Oui, parce que nous avons parlé un peu de cet après-midi ton expérience était très privée et personnelle pour toi et pour ta famille. Mais à cause du livre, ça a ouvert tout un champ de sous-culture. Et tu es devenu un genre de porte-étendard. Tu as rencontré beaucoup de personnes qui ont partagé cette expérience. Alors, les soins palliatifs, d'être avec quelqu'un qui était mourant. Est-ce que ça a changé ta perception par après, dans ton expérience? Non, ça a été vraiment une réaffirmation de l'humanité et tout ce que nous avons en commun comme humains. Et un des grands privilèges ici, ça a été que ma mère a fait beaucoup. Mais elle n'était pas une personne fameuse. Son nom n'était jamais dans le New York Times quand elle est décédée. Non, on ne pensait pas que sa vie était assez intéressante pour placer un habituel, une nécrologie. Alors, pour moi, elle était une personne très spéciale, bien sûr, mais elle représentait un genre de héros ordinaire dont j'ai rencontré des milliers de gens qui sont actifs, des personnes qui sont actives dans leur communauté, qui sont bénévoles dans les hôpitaux, qui travaillent dans les écoles, qui invitent les réfugiés dans leurs maisons, qui servent dans les conseils de soins palliatifs, qui consacrent du temps avec des gens qui meurent et avec leurs familles. Et donc, ce sont des gens ordinaires. Moi, j'étais une personne très optimiste antérieurement, avant ma mère. J'ai jamais été cynique ou pessimiste, mais maintenant, je suis encore plus optimiste à cause du fait que j'ai pu rencontrer tant de gens si extraordinaires et d'entendre beaucoup d'histoires, beaucoup de récits. Une des choses que le livre m'a permis de comprendre, c'est qu'il y a une conversation plus vaste que plusieurs personnes veulent avoir, mais que la société empêche. Et que souvent des gens sont anxieux autour de la mort, autour du fait de mourir. Et les gens veulent parler de quelqu'un qu'ils ont connu qui vient de mourir. Ils veulent dire, vous savez, mon ami David vient de mourir et il aurait aimé ce film. Mais c'est trop bizarre pour d'autres. Alors, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de la mort, ni de la personne morte. Et il y a tellement de personnes. Donc, ce que je fais, j'espère que j'ai appris que ce type de conversation peut vraiment faire partie de la vie. Il se semble si fascinant que de voir la trajectoire de ton livre, parce que dans ton livre, et nous le savons, tu as été une personne qui publie les livres. Et il y a des gens qui disparaissent. Des fois, les livres aussi disparaissent sans être bien connus. Alors, c'est merveilleux de voir ce livre trouver beaucoup de gens qui l'ont lu et des gens qui ont pu grandir, croître à travers la lecture de ce livre. Savais-tu que ce serait réussi? Non, je ne savais pas que le livre serait une réussite. Je n'avais aucune idée même que ce soit une réussite. Je ne savais même pas ce que ça ferait, comment les gens l'accepteraient. Nous avons parlé de ça aujourd'hui, le titre. Ce que je voulais, c'est ce que je pensais vouloir l'appeler. Plusieurs de mes amis ont dit, non, t'es-tu fou d'utiliser un tel titre? Personne ne veut acheter un livre qui s'appelle The End of Your Life Book Club, donc le club de lecture de la fin de la vie. Et donc, et même pas de sourire sur la page couverture. Et il y avait certaines choses dans la culture des livres que j'avais admirées sur How We Died, comment nous sommes morts par Dr. Chibulo. Et ensuite, donc, je l'ai fait
C'est un livre que je voulais lire, donc je l'ai écrit. J'espérais que d'autres personnes voudraient le lire aussi. C'est formidable. Il y a un mariage, je peux dire, entre la discussion de tout petits thèmes ou de revues de livres. Combien de livres se trouvent dans le livre? J'ai une douzaine, quoi. Non plus. Bien, dans le livre, il y a 50 livres. 150 sont mentionnés. 150 livres. On mentionne 150 livres. C'est plus que ma douzaine. Je ne suis pas tellement bon au niveau des mathématiques, comme vous le voyez. Mais vous aviez des petites notices rapides, des résumés de livres. C'est une très bonne façon d'avoir une synthèse, non seulement du sujet du livre, mais également montrer ou comprendre la partie plus profonde du livre. Et ça vous permet de parler de quelque chose qui, des fois, épeur bien des gens. Vous avez la chance de voir la fin de la vie de votre mère en parlant du livre. Oui, une des choses que je mentionne, c'est que ma mère avait lu la fin. Ah oui, ma mère lisait la fin des livres avant de lire le début du livre. Elle lisait toujours la fin des livres. Et quand vous avez un diagnostic de cancer pancréatique du 4e étape, vous connaissez la fin. Et c'est devenu une métaphore pour ma mère et pour moi. Et comme je dis pour ma mère, si vous connaissez la fin de l'histoire, d'une certaine façon, vous pouvez préférer le voyage ou le cheminement. Et ma maman il semblerait que les gens qui lisent des fins de livres apprécient le livre plus que les autres. Non. Je suis dans le pétrin. Cet homme est vraiment ivre. Non, je vous le dis, c'est pas moi qui l'a dit. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez lu la fin du livre? Non, j'ai jamais pu faire. Mais j'ai passé un temps magique avec la Beautiful Mystery, votre livre à vous. J'aime beaucoup votre livre. Je voulais savoir qu'est-ce qui arrivait à la fin. Ma mère aurait sauté. Elle aurait lu la fin. Mais vous savez, en tout sérieusement, je ne le dis pas parce que vous êtes ici, mais votre prose est tellement bien écrite, les images sont tellement importantes, et que des fois, j'ai lu plus vite que je voulais, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui allait se produire. Et puis, finalement, je me suis dit, non, j'aurais dû le livre lentement. C'était un beau paragraphe, c'était une belle formulation. Alors, on retourne, on relit le livre, mais il y a quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que ma mère pouvait apprécier les caractères, la formulation, la prose. Oui, c'est pour ça que tu lises des sections de ton livre, parce que c'est pas juste une question de la force de l'expérience que ta mère a eue avec toi, ou tu as eu avec ta mère, mais ta capacité de traduire ça. Parce que j'ai aimé, c'est que c'est un livre très drôle. Vous allez voir, on ne s'attend pas à ce que ça soit drôle parce que ça parle de la mort, mais il y a beaucoup d'humour là-dedans. Oui, on a ri beaucoup, ma mère et moi. Et je pense que toute personne qui a consacré du temps dans ces situations savent que dans ces moments aigus d'être, il y a des choses qui nous touchent comme étant très drôles et des choses peuvent changer littéralement dans un clin d'œil, de quelque chose qui est triste à quelque chose de drôle. Mais je n'ai pas parlé, moi, de ce livre en particulier, parce que nous n'en avons pas discuté. Mais James, quelqu'un a écrit un livre qui est devenu une pièce. Pouvez-vous m'aider? On vous donne 100 000 si vous avez la réponse. Il vous donnera 100 000. Une mort dans la famille, c'est ça. A death in the family, une mort dans la famille. Et le père est mort, et puis tout le monde est défait. Et il n'y aurait pas d'espoir. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Et tout à coup, ils commencent à rire. Et ils rient de façon hystérique, et ils ne peuvent pas s'arrêter. Et nous avons ri beaucoup. Avant d'ouvrir l'Assemblée, je me demande si on peut conclure cette section avec une autre lecture, si vous me permettez, à la page 128. Merci. C'est un chapitre qui s'appelle « Le lecteur peu commun ». Mon père et ma mère revenaient d'un voyage au Rwanda. Et nous avions lu
le livre, le Uncommon Reader. J'ai pris conscience que pour nous tous, la mort de ma mère était d'avoir le deuil non seulement de sa mort, mais le deuil des choses à venir. On ne perd pas la personne qui a été. Nous avons les souvenirs. J'aurais toujours un été, quand j'avais 6 ans, quand j'ai appris à attacher mon soulier, et un autre place quand nous avons nommé ma sœur avec un nom parce qu'elle avait bu certaines choses. Et une pièce que j'avais vue à London, quand quelqu'un va danser d'une façon remarquable, qui a eu 17 rappels. Et maman et moi étions côte à côte avec des larmes dans nos yeux parce que c'était tellement emballant. Je m'avais même le temps où c'était terrible à ce moment-là, mais ce qui est drôle aujourd'hui, quand on arrivait à Wales sans réservation d'hôtel, c'était impossible d'avoir une chambre et on avait conduit avec moi absolument en train de vomir sur mes frères et sœurs dans l'arrière de l'auto. Mais il fallait tous dire au revoir à maman, qui prenait son dernier petit enfant dans une production de Broadway ou encore à Harrods, ou encore visiter les lieux où étaient les animaux. Il fallait dire au revoir aux petits jeunes qui avaient un certain souvenir de leur grand-mère, ou encore par ce qui nous ramenait une photographie. Il fallait dire au revoir maman à ses graduations où les mamans ou grand-mamans achetaient du linge et rencontraient des amis de filles ou des amis de garçons. Et on s'est dit qu'on allait voir la quantité d'amour que leur grand-maman leur aurait donné et voir qu'il y avait quelqu'un sur Terre qui les aimait autant que leurs parents. Une grand-mère qui appréciait leur surprise et croyait que c'était les personnes les plus remarquables sur Terre. Et c'était une image que j'avais de ma mère. Je ne pense pas que ce soit trop différent de ce que ma sœur et mon frère avaient de maman. Que j'ai appris que quand on avait quelqu'un qui meurt, il faut des fois célébrer le passé, vivre le présent et porter le deuil de l'avenir tout dans le même instant. Et pourtant, j'ai souri. J'ai pensé au livre que ma maman aimait, et quand les enfants seraient assez vieux, je pourrais leur donner ces livres pour dire que c'était des livres que leur grand-mère appréciait. Les plus jeunes ne verront plus les îles britanniques à travers mais à travers des écrivains. Et ils pourraient lire le livre The Railway Children et Swallows and Amazons par une autre auteure, et finalement Iris Murdoch et Alan Bennett. Ils pourraient tous lire ces livres et peut-être même être des lecteurs remarquables. Eh bien, ça a été une expérience extraordinaire. Cette conférence doit faire appel de Sandra Goldberg. Et franchement, vous avez fait un très bon travail. Ça a été remarquable. Bernard Lapointe va maintenant s'occuper des questions. Bernard est médecin des soins palliatifs qui est dans le secteur depuis plusieurs années. Une des personnes importantes dans cette communauté. Il est le professeur de médecine à McGill et le chef de Marjorie and Gerald Bronfman, de la division de Marjorie Gerald Bronfman à l'université à l'hôpital général juif. Alors, nous sommes très heureux de reconnaître ce médecin. Alors, pour vous qui voulez poser des questions, on vous demande de les écrire et les gens circuleront et prendront les questions. Moi, je vais commencer le bal. Et je suis très heureux avec les choix que vous avez choisis, avec le passage que j'ai choisi. Ma question à vous deux, c'est que je suis toujours surpris par certaines morts qui finissent avec le silence. La personne quitte, s'en va, il y a un grand silence. Et en vous écoutant, et en écoutant votre lecture, c'est tout le contraire. Vous savez que cette mort, les récits de votre mère
Et les deux questions sont, qu'est-ce que tu as découvert de ta mère que tu ne savais pas? Et deuxième question, comment est-ce que le livre est lu par votre famille? Quel est l'héritage pour votre famille? Non, il n'y avait pas de choses particulières concernant la vie de ma mère, mais j'ai l'impression que j'ai pu la connaître plus complètement. Oui, il y a une chose, et c'est dans le livre. Il y a une petite surprise concernant son nom que je ne savais pas, mais je vais vous laisser lire le livre pour savoir en quoi ça consistait. Mais, par exemple, son sens d'humour. Je l'ai vu davantage, je l'ai vu plus complète. C'est peut-être parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble comme adultes tout d'un coup. Et on est tellement occupés souvent qu'on ne peut pas parler. Nous étions une famille très, très occupée et sa maladie nous a obligés de nous concentrer. Ça nous a donné des heures et des heures ensemble. Donc, nous avons tous pu se comprendre plus pleinement. Et ça nous a obligés de prendre le temps pour se connaître. Pas juste maman et moi, mais mon frère et moi, mon frère, ma sœur, etc. C'est pour ça que c'était un temps très intense, une expérience très intense et typique. En ce qui concerne le livre lui-même, c'est intéressant, j'ai été très soigneux. J'ai dit que ça concerne moi et ma mère, mais je pense parce que mon frère et ma sœur avaient une relation moindre, ou certainement pas mon père, parce qu'ils étaient mariés à 49 ans. Elle avait presque 50 ans de mariage. Mais c'est parce que leur histoire, c'est à eux de le raconter, si et quand ils le veulent. C'est pas mon histoire qui remplace leur histoire. Donc, mes frères, sœurs, mon père, ils sont très fiers du livre. Ils aiment que j'aille rencontrer des gens. Ils ont acheté des centaines de copies pour le donner au monde. Mais si les gens parlent du contenu du livre, ils vont dire, non, ça c'est le livre de Will. Après une expérience avec la fin de la vie de ta mère, dites comment votre vie est différente aujourd'hui. Donnez-nous des exemples. C'est la question qu'on pose. Moi, j'ai réfléchi beaucoup aux soins palliatifs et les questions de fin de vie. Et c'est une très bonne question. Hein. C'est peut-être, ma réponse est peut-être trop pratique, mais j'ai tout mis les choses en place pour que mon partenaire David sache ce que je veux faire en fin de vie et à d'autres personnes de ma famille. Et ça, je l'ai bien apprécié. J'étais surpris à quel point ça m'a fait plaisir d'être pratique concernant la fin de ma vie. Mais je suis un peu plus attentif sur comment je consacre mon temps. Je vais regarder une semaine passée pour essayer d'identifier des choses que je ne veux plus faire. L'hôpital McGill a des bénévoles extraordinaires dans les systèmes de santé et des soins palliatifs. Je me rappelle, Louise, et ça m'avait frappé, tu faisais des entrevues, tu faisais des projets l'héritage. C'était pas un club de lecture, mais c'était vraiment, elle s'assoyait et elle faisait une révision de vie, un narratif ou un récit de vie. Et tu faisais l'entrevue d'une personne et c'était un don précieux à la famille, aux gens qui restaient là avec elle. Alors, nous sommes chanceux, nous sommes bénis, nous avons beaucoup de bénévoles dans cette salle ce soir. Est-ce que toi ou ta femme, avez-vous des bénévoles sur votre équipe de soins palliatifs? Et à y réfléchir, quelles ont été les contributions les plus importantes des bénévoles? Eh bien, nous avons eu beaucoup de bénévoles qui sont passés au sein d'équipe. Maman avait déjà été bénévole elle-même, beaucoup, avec le Candy Striper. Donc, c'était un groupe dans un hôpital quand elle était dans la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que la réaction que j'ai eue, j'ai parlé de Nessa Coyle, qui était une professionnelle, une infirmière, elle-même n'était pas bénévole.
Mais il y a tout autre niveau qu'en ce qui concerne les bénévoles. Quand on parle à quelqu'un qui a donné ce don d'eux-mêmes et a choisi d'être présent pour nous, on sait qu'on ne les dérange pas quand on demande quelque chose ou qu'on leur demande de venir s'asseoir avec nous ou encore de faire quoi que ce soit. Les bonnes choses que les bénévoles ont été formés à faire. Il y a un don, non seulement dans ce qu'ils font pour nous, mais il y a le don de ne pas être obligé de se sentir coupable ou dérangeant quand on leur pose des questions ou leur demande quelque chose. Et ça, c'est tout à fait important. Ils sont là pour ça. Une autre question, vous mentionnez dans votre livre que c'était ta sœur Nina qui a amené l'équipe de soins palliatifs de la docteure Kathleen Foley de Nessa. Est-ce que ça n'a pas été offert par l'hôpital? Aurais-tu pu bénéficier d'une invitation? Non, c'est un peu ambigu dans le livre. C'est l'histoire. C'est l'hôpital qui a introduit les soins palliatifs tout de suite. Et c'était Dr. Foley qui nous a aidés à trouver l'oncologue pour le moment. Donc, c'était tout fait d'avance de la part de l'hôpital. Mais on était dans un hôpital qui a une compréhension très aiguë des soins palliatifs. Je ne dis pas que c'était une expérience typique, malheureusement. Il y a beaucoup d'autres hôpitaux qui partagent ce système de soins palliatifs, mais il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne l'ont pas. Un de nos amis qui était ici il y a quelques années pour cette conférence, oui, elle vous dit bonjour. Elle était remarquable, elle était très utile. Une question de Peter. Est-ce que tous les livres étaient des livres, des romans? La réponse, non. On a lu The Coldest Winter sur la guerre de Corée. On a lu des livres philosophes, There You Are, par John Kabat-Zinn. Et ensuite, non. Nous avons lu une biographie des premières suffragettes en Angleterre, un parlementaire. Nous avions un livre par Sheila Wilher, Girls Like Us, par Carl King, Joni Mitchell et Carly Simon. Donc, nous avons lu, comme je dis, si vous lui donniez un livre à ma mère, elle le lisait. Est-ce que ta mère pouvait lire seule à la fin, ou est-ce qu'il fallait lui lire? Non, la seule fois que j'ai lu, c'était dans les dernières heures, quand j'ai lu mon poème. Non, elle est morte avec un livre à ses côtés qui s'appelait La force pour les besoins quotidiens, qu'elle lisait chaque jour. Et si je comprends bien, c'était la dernière chose qu'elle a lue. Et elle se l'est lue elle-même. Et ça, c'est 48 heures avant qu'elle soit morte. Et il y avait tout un pile de livres qui l'attendaient, et pour qu'elle puisse le lire et que nous pourrions le lire. Alors, une question difficile que ça a été demandé. Avez-vous peur de votre propre mort? Est-ce que j'ai peur de ma propre mort? J'espère que ça ne paraît pas négatif, mais non, j'ai pas peur de ma mort. Et il y a une raison très particulière pour laquelle je n'ai pas peur, je pense, pour moi. C'est que, comme jeune homme gay dans les années 80, j'ai consacré 2 ans de ma vie convaincu que je dois avoir le sida avant même qu'il y ait une vérification de VIH. Alors, ayant consacré 2 ans pensant que j'allais mourir, je pense que tout, depuis ce temps-là, c'est d'un temps remarquable pour moi. Oui, ça, je le comprends. Ayant eu l'expérience de la mort de votre mère, comment allez-vous partager avec vos enfants ou avec avec les enfants de vos neveux-nièces? Bon, permettez-moi de reprendre ça. Je n'ai pas craint de ma mort, mais j'ai peur de la souffrance, de toutes sortes, n'importe quelle sorte. Même mes voyages chez le dentiste. Une des raisons pour lesquelles je suis intéressé par les soins palliatifs dans sa plénitude, c'est une dimension spirituelle, bien sûr, pour les parents et les amis. Je ne veux pas souffrir en quelque moment que ce soit, surtout pas à la fin. Donc, c'est ça mon intérêt dans les soins palliatifs.
En ce qui concerne l'héritage, pour la prochaine génération, j'ai de très bons filleuls, j'ai des neveux-nièces. J'ai écrit le livre en partie à cette fin. Je voulais transmettre les leçons de la vie de ma mère, qui elle était. J'ai aimé l'idée de projet d'héritage. Je pense que c'est un besoin que j'ai senti en profondeur. Et perdre quelqu'un, c'est catastrophique ou dévastateur. C'est une perte terrible. Mais il me semble que de perdre la mémoire de cette personne, c'est de les perdre à nouveau. Et les gens m'ont dit, est-ce que vous êtes triste de voyager comme ça puis de parler de votre mère? Non, le seul temps que je suis triste, c'est quand je prends conscience que quelques jours se sont passés sans que j'aie pensé à ma mère. Et je la perds à nouveau, ce fois-là. Et comme je dis, j'aime parler de gens qui ne sont plus ici. Ça les garde proches et présents. Et j'ai hâte de raconter cette histoire à mes filles et à mes neveux-nièces. Et également, je voulais parler des livres qu'elle a lus, que ma mère a lus, parce que il y a Murder in the Cathedral de T.S. Eliot. Eh bien, ce livre-là, je peux leur dire à mes neveux-nièces, votre grand-mère a aimé ce livre. Elle a été formée par ce livre, et si je leur donne ce livre à lire, ils vont comprendre un peu qui elle était. Oui, je passe à travers ça maintenant, avec ma mère et moi aussi. Et ce qui me frappe, c'est que j'ai une idée ou une image de ma mère. Il y a ce personnage de ma mère. Et des fois, je suis surpris par la conversation. Ce que j'entends, c'est comme mes oreilles s'ouvrent. Est-ce que c'est la même mère? Est-ce que la même femme? Ou est-ce que ça... Est-ce que vous avez eu cette expérience de surprise de la part de votre mère? Où la personne devant vous ne cadre pas avec la personne que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur? Oh oui, bien sûr. C'est remarquable. Et je pense que ce qui est tellement profond, c'est que ça met en cause tout ce que vous savez. Surtout, si vous pouvez vous tromper sur votre mère, sur quelqu'un que vous avez connu toute votre vie, eh bien, qu'est-ce qu'il y a que vous ne connaissez pas? Et pourtant, c'est tellement emballant qu'avec chaque personne dans notre vie, peu importe à quel point on pense bien les connaître, il y a tellement de choses à connaître à leur sujet. Est-ce que ta mère savait que tu écrivais ce livre? Bon, 2 mois avant qu'elle meure, donc quand elle était encore dans l'état, à l'hospice, mais elle cherchait de l'argent pour la librairie, la bibliothèque afghane, etc., quand elle rencontrait ses amis, j'ai été la voir. Et je lui ai dit, « Maman, je veux écrire quelque chose concernant le club de lecture, concernant la conversation qu'on a eue, au niveau de ta vie, mais je veux écrire quelque chose, j'ai dit, pour les livres que nous avons lus et ce que nous avons appris par cette lecture. » Et sa réaction immédiate, c'était, « Ah, pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? Tu dois avoir quelque chose d'autre dont tu voudrais écrire. » Mais le lendemain, j'ai eu un courriel de sa part, c'était une liste de tous les livres que nous avons lus ensemble. Et enfin, très typique d'elle, quelques jours plus tard, dans le courriel, on disait n'oublie pas de parler de la réforme de la santé. Une autre question. Dans le livre, tu parles souvent de moments où tu voudrais parler franchement avec ta mère concernant sa mort. Lors de ces occasions, vous avez l'impression de ne pas pouvoir aborder le sujet. D'autres fois, oui. Pourriez-vous nous parler un peu de quels étaient ces moments avec ces moments, comment vous vous êtes pris? Où vous pouvez aborder le sujet, mais d'autres fois, vous avez l'impression de ne pas pouvoir aborder le sujet. C'était je cherchais des signaux. Ma mère disait des choses qui me faisaient croire qu'elle voulait vraiment aborder cette conversation. Et là, je commençais à entrer dans le sujet, et ensuite, elle faisait quelque chose, je changeais de sujet, et je n'étais plus certain.
quel était le cas? Une des choses les plus difficiles que j'ai trouvées, c'était, je voulais être là avec elle pour qu'elle puisse en parler si elle voulait en parler. Mais je ne voulais pas qu'elle en parle s'il ne voulait pas en parler, parce qu'elle pensait que moi, je voulais qu'elle en parle. Et la question de regret, ce que je devais laisser aller, c'était le réexamen de ces moments et essayer de voir ce que j'ai cherché par ces moments-là. J'ai eu certains regrets, mais je les ai laissés tomber. Est-ce que ta mère est morte à la maison? Oui, elle est morte à la maison. Donc, une question, après le livre, vous parlez d'elle. Est-ce que vous avez visité? Vous l'avez visité à la maison? Ou est-ce que vous l'avez visité au cimetière? Est-ce que ça vous aide? Bon, elle était très emballée de montrer où elle était. Elle est dans un columbarium dans l'église où elle était, mais l'église presbytérienne, elle a une très bonne place, bien placée, parce que le ministre David Reed, qui est mort quelques années avant elle, est comme ici, lui est là et elle est là. Alors, et nous avions une cérémonie quand ses cendres ont été mises dans le columbarium, mais moi, je ne vais pas là. Je la visite dans les livres. C'est ainsi que je la visite, dans les poèmes, dans les passages écrits, dans les livres que nous avons lus ensemble. C'est là. D'autres membres de ma famille se rendent au columbarium, mais pas moi. La question, est-ce que vous avez compris tout ce que vous avez dit dans le livre à mesure que vous les viviez ou par après? Je ne sais pas si quelle mesure que c'est de la réflexion. Une réflexion sur ce qui s'est passé. Moi, j'écris beaucoup de notes, moi. Oui, j'ai un petit livre où j'ai beaucoup de petits blocs-notes. J'écris une page à la fois, comme ça. J'écris ce que je peux partout. Je ne suis pas certain de l'ordre de mes feuilles, mais j'ai trouvé que c'est important que comment traiter de tout ça, c'était d'écrire des notes, d'écrire mes pensées. Et donc, à travers toute la démarche, j'ai eu des observations, des notes, des idées. Et j'essaie d'être très précis dans le livre concernant ce que j'ai compris à l'époque et ce que j'ai compris par après. Et il y a des moments dans le livre où je dis, moi, je prendrai conscience plus tard, ou maintenant, quand j'écris ceci, je prends conscience que, mais à moins que ce soit quelque chose dont j'ai pris conscience au moment du livre. L'excellence dans le soin palliatif devrait inclure le suivi au niveau du deuil. Alors, pourriez-vous en parler? Est-ce que ça a été fait pour votre famille? Oui, ils nous ont offert un menu de suivi pour le deuil. Nous avions notre propre façon d'agir. Et donc, chaque enfant ou chaque personne a été dans différentes directions et nous n'avons pas, à ce que je sache, profité de ce qui nous a été offert par les soins palliatifs. Mais ils expliquaient les différentes options qui étaient disponibles. Avez-vous une insatisfaction avec le système de santé? Est-ce que c'est si fantastique que ça à New York? C'est pas le cas à Montréal. J'ai lu une longue question qui est un commentaire sur notre système de santé à ce moment-ci et les échecs par les professionnels de ne pas être attentifs, présents, de ne pas communiquer comme il faut. Alors, quelle a été votre expérience? Mon expérience est profondément... j'ai une grande insatisfaction avec le système de santé américain. Très profondément insatisfait. Nous étions chanceux. Nous avons, d'une certaine façon. Et tout d'abord, on était chanceux parce que c'est pas honnête, c'est pas juste que ma mère soit plus que 65. Donc, parce qu'elle avait plus que 65, elle avait tous les services du Medicare, ce qui est assez intégral, dont, dans ce cas ici, pleine couverture de l'hospice et des soins palliatifs. Si ma mère avait eu 64 ans, quand elle était à la fin de sa vie, l'histoire du livre aurait été tout autre chose. Ça aurait été peut-être une histoire d'horreur, vraiment. Et nous
Ma mère avait été professeure, enseignante, donc elle aurait eu une bonne pension. Mais le fait que, par pure chance, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? À l'âge qu'on meurt, détermine le genre de fin de vie on va avoir. Ma mère, vous parlez de soins de système de santé. Ma mère pensait que le système était tout à fait injuste et elle pensait que c'était injuste que des gens, pour aucune raison, que des gens ont eu un soin pire que ma mère. Et je pense que grâce à ma sœur qui travaille dans le système de santé, ma sœur est assez exigeante au niveau du système de santé. Et le premier médecin, oncologue, ma mère a rencontré, il lui avait dit, travaillez-vous à l'extérieur de la maison? Et elle a dit à ma sœur pour dire non. Le médecin ne posera jamais une telle question à un homme. Alors ma sœur a dit on sort. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle savait que c'était pas. Peut-être que c'est un très bon oncologue, on ne sait pas, mais ce n'était pas la bonne question à poser. Une dernière question à Louise. Louise, quand tu écris, tu as une profondeur de ton personnage, de profondeur de compréhension de ton personnage. Et je suppose qu'il y a des soirs d'insomnie. Votre expérience dans le soin pastoral, dans le projet d'héritage que vous avez fait, comment est-ce que c'est intégré dans votre vie? Comment l'avez-vous intégré dans votre vie? Je pense que ça a changé ma vie. C'est une expérience de changement de vie. Je ne pensais pas que quand je me suis porté bénévole dans les soins palliatifs, je ne savais pas que je sortirais en criant de la première salle des malades. Au début, j'avais très peur. Des fois, c'est un peu chaotique, même épeurant et intimidant. Et de prendre conscience que je pouvais m'asseoir, que je pouvais tenir la main de quelqu'un, et sans penser à moi. Ça a été très important. Et je crois que, ayant cette expérience, vous parlez du privilège d'être avec quelqu'un à la fin de sa vie, eh bien, je pense que ça informe tous mes livres. C'est important pour moi quand j'écris quelque chose sur les morts, que ce ne soit pas que ces gens-là soient source de vie pour d'autres. Et je suis très reconnaissante pour le temps que j'ai passé dans mes soins palliatifs et ma formation comme bénévole, où j'ai pu écouter les gens en silence même. Et ce que j'ai appris sur le fait de vivre me montre ce qui est important pour mourir. Merci à vous tous et toutes. Avant de se quitter, je vais vous mentionner que immédiatement après cette session, il y a une séance de dédicace par les deux auteurs dans la pièce en haut. Il y a une petite réception. Donc, restez et partagez vos réactions ensemble à travers le pays. Depuis dimanche, d'un océan à l'autre, nous célébrons les soins palliatifs. Et c'est la semaine des soins palliatifs. Et vous avez certainement entendu que des gens marchaient avec leurs chiens dans l'île Prince-Édouard, marchaient dans la neige encore en Alberta, et que les gens et que les soignants dans les unités de soins palliatifs, Mount Sinai, Jewish General, ont été faire du bowling, des quilles, jeudi, pour célébrer la vie. Donc, si vous lisez quelque chose sur les soins palliatifs, partagez l'article avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes heureuse de l'annonce de 15 millions de dollars qui soit récurrent, tel que proposé cette semaine par le Premier ministre de Québec, écrivez. Si vous n'êtes pas contente ou content, écrivez aussi. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence et d'avoir célébré les soins palliatifs avec nous. Merci beaucoup à nos deux auteurs.